Bien, bonsoir. Il est ouvert le micro? Oui, il est ouvert. Oui, non? Si, c'est ouvert. Ça va. Bonjour à toutes et tous. On va donc enchaîner sans transition après ces deux lectures. Merci encore aux élèves de l'école d'acteurs de Cannes qui vous ont donné lecture de deux extraits de textes de Asli Erdogan. Et merci pour l'improvisation. C'était vraiment une improvisation de la lecture d'un extrait du livre de Pinar Selek, Parce qu'ils sont arméniens, qui est un livre paru chez Liana Levy en 2014. Je vais quand même commencer par faire des présentations. Alors, Asli Erdogan, malheureusement, n'est pas avec nous, et Pinar Selek, heureusement, est là. Juste vous rappeler que Asli Erdogan, dont vous avez entendu les textes, est romancière, journaliste et militante pour les droits de l'homme. Elle a été arrêtée le 17 août 2016, emprisonnée à Istanbul. Elle a été libérée le 29 décembre 2016. Et jusqu'en 2000, elle avait rédigé une chronique dans un quotidien de gauche qui s'appelle Radical. Puis elle est devenue la collaboratrice du quotidien Özgür Gündem. Elle a publié en 2009 chez Actes Sud un roman qui s'intitule Le bâtiment de pierre, qui était d'ailleurs étrangement consacré au monde carcéral. Et puis les éditions Actes Sud ont publié ses chroniques Le silence même n'est plus à toi en 2017, donc après son arrestation. Pinar Selek, qui est avec nous ce soir, écrivain et sociologue, né à Istanbul. Vous êtes une féministe très engagée, vous travaillez sur les thèmes de la marginalisation et de l'exclusion. Vous êtes persécutée par le pouvoir judiciaire depuis 1998. L'affaire n'est pas terminée, c'est une histoire incroyable qui continue encore année après année à se poursuivre. Vous avez été arrêtée en cette même année 1998. Vous avez passé 2 ans et demi en prison et puis vous avez dû fuir la Turquie et vous étiez jusqu'à la semaine dernière réfugié politique avec le statut de réfugié politique et vous venez juste d'obtenir la citoyenneté française. C'est tout frais. Ça date de la semaine dernière. Voilà. La maison du Bosphore, qui était votre premier roman, est paru chez Liana Levy en 2013. Votre livre, Parce qu'ils sont arméniens, dont vous venez d'entendre à l'instant l'ouverture, donc est paru chez 2014. Et puis il y a un livre tout récent qui est un conte, Verte et les oiseaux, qui est paru aux éditions des Lisières, voilà, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure. Alors bien sûr, on est tenté, Pinar Selek, pour commencer par établir un lien entre vous et Asli Erdogan, parce que vous avez énormément de choses en commun. Vous êtes toutes les deux femmes et engagées pour la cause des femmes, toutes les deux des intellectuelles, elle journaliste, vous sociologue, chercheur, enseignante à l'université, toutes les deux militantes, toutes les deux auteurs et toutes les deux ayant vécu l'expérience carcérale en Turquie. Donc c'est vrai que la première question, nécessairement, elle concerne l'état des droits aujourd'hui et de la liberté d'expression dans ce pays qui est le vôtre, qui reste le vôtre, même si aujourd'hui vous êtes pleinement française. On est tous très inquiets de la situation turque et notamment du sort qui est réservé aux intellectuels. Bonsoir, bonjour, comme on est dans les noirs, je dis bonsoir tout le monde. Oui, c'est la Turquie, si vous voulez, passe dans un tunnel d'horreur. Vous m'entendez? Oui, on entend. Passe dans un tunnel d'horreur depuis très très longtemps. Et quand j'étais petite, quand mon père était en prison, 1980, il y avait 1 million de prisonniers politiques dans les prisons. Et le livre de Éluard était interdit. Le livre de Aragon, c'était un délit. Je ne parle pas de Marx, Lénine, Engels. C'était Aragon, c'était un délit. Et après, on a vécu beaucoup de choses. Je pense que c'est à partir du génocide des Arméniens, à partir de la construction de la République, cette répression a été toujours présente. Et quand moi j'étais en prison, c'était avant Erdogan, il y avait 40 000 prisonniers politiques. Et dans mon dortoir, moi j'avais de la chance parce que il y avait une grande... à l'époque, il n'y avait pas de cellules.
on était, tous les prisonniers politiques étaient un peu ensemble. Et quand on m'a emmené là-bas, je ne pouvais pas bouger, je n'ai pas bougé peut-être 8 mois, même pas mes petits doigts, mais il y a plein de personnes qui étaient dans cette situation. Et les filles kurdes, en général, étaient violées sexuellement. Et c'était avant Erdogan. Donc, Erdogan, il est venu avec les promesses de la démocratie. C'était un néolibéral, néoconservateur. Et l'Europe, comme toujours, il a été, peut-être on va parler, on n'a pas beaucoup de temps, mais je parle partout, toujours, que l'Europe, la France, était toujours complice. Et c'est pour cela qu'on est obligé d'être solidaire avec toutes les victimes, parce que toutes les grandes puissances sont responsables des grands malheurs du monde entier. Et même si la France, au début, était très proche aux Arméniens, le premier livre sur le génocide en France a pu se publier, je ne sais pas, en 1970. Jusque ce temps-là, il y avait toujours une complicité pour la reconnaissance. Et après 1980, quand il y avait 1 million de prisonniers politiques, dont mon père, il est resté 5 ans, et vous n'avez pas entendu, vous avez entendu peut-être le coup d'État de Chili, etc., mais pas la Turquie. Et donc, après, la France et les autres grands pays, ils ont toujours soutenu la Turquie parce que, voilà, pas flic, mais fric. Voilà. Et après, quand Erdogan est venu, j'ai voulu cette continuité. Aussi, mon procès, qui continue depuis 19 ans, montre la continuité du contexte autoritaire en Turquie aussi. Et quand Erdogan est venu, il a dit que je vais un peu faire une politique néolibérale, néoconservateur. Et il a dit des condoléances aux Arméniens. Il a dit que je vais faire des négociations avec les Kurdes. Mais avant tout, il a fait une autre chose. Avant tout, il a fait des lois de Macron, de El Khomri. Alors l'Europe, l'Union européenne était sous les anges, on dit. Aux anges, aux anges. Parce que les premiers politiques néolibérales a plu l'Europe. Et après, on n'a pas le temps, mais je discute beaucoup dans plusieurs conférences, tous les liens dans le Moyen-Orient, en Syrie avec les Kurdes, etc. C'est pas notre peut-être sujet. Si, c'est important de le souligner parce que cette question kurde, comme la question du génocide arménien d'ailleurs, qui sont 2 points et 2 chapitres extrêmement brûlants et sensibles en Turquie, ça concerne la situation des minorités. Et on voit bien qu'en Turquie, il y a un problème, et vous avez raison d'insister sur le fait que ça n'est pas un phénomène nouveau, ça fait très longtemps que ça dure. Il y a un gros problème à reconnaître les minorités, à autoriser leur existence, à autoriser, on sait, les problèmes régulièrement liés au PKK, qui est le parti des Kurdes. On sait les histoires de viol des jeunes filles kurdes qui ont lieu très fréquemment par la police turque. Ces points-là de cristallisation et de difficulté de la société turque, on a vraiment le sentiment qu'ils n'arrivent pas à être dénoués. Oui, c'est vrai. Comme je vous ai dit, le génocide, c'était le début de la construction de la nation turque. Et c'est une histoire très longue, on ne peut pas entrer, mais je vais essayer 1915, de... 1915, c'est le génocide des Arméniens. Et voilà. Les jeunes Turcs, ils avaient décidé de changer la structure politique de l'Empire ottoman, de l'État ottoman, parce que c'était en crise. Donc ils ont décidé, ils avaient fait leurs études en France et en Allemagne, ils avaient appris le positivisme, le darwinisme social, tout ça. Et quand ils ont décidé de création d'une État-nation, qui va construire une nation, mais la communauté arménienne, c'était une communauté assez importante, et comme tous les musulmans étaient obligés d'aller à la guerre tout le temps, il n'y avait pas le capital. Et le capital culturel, ni éducatif, etc. Les Kurdes, les Arabes, les Turcs, les musulmans, comme l'Empire ottoman, il gagnait sa vie avec les guerres,
et c'était la guerre pour l'islam. On était l'épée de l'islam comme le Daesh maintenant. Donc, tous les musulmans étaient obligés d'aller tout le temps dans les guerres. Et donc, à cette époque-là, ils étaient dans la crise et ils ont décidé de changer les structures. Et le génocide des Arméniens était le début de la construction de la République turque. Après la Première Guerre mondiale, et les Kémalistes, c'est en général les anciens jeunes turcs. C'est les anciens jeunes turcs qui ont même participé à ce génocide et ils ont continué le projet des jeunes turcs, c'est-à-dire la création de la nation turque. Et avec l'exclusion des Grecs, le massacre des Grecs et les massacres des autres minorités et l'exclusion des autres minorités, comment ils ont fait? La nation turque, il est créée par l'exclusion des non-musulmans et l'accueil des communautés musulmanes des Balkans, des Caucases, en disant que vous êtes tous turcs. Mais comme cette république, il est construit sur un cimetière, et il ne faut pas parler, et toujours on a gardé ça. Mais ce n'est plus qu'une mémoire, parce que le négationnisme a continué jusqu'à aujourd'hui, et moi je me demandais toujours, les criminels, ils sont morts. Ceux qui sont morts, ils sont déjà morts. Et pourquoi ce négationnisme toujours? Parce que je crois que, je ne veux pas dire une bêtise, mais 1% ou 2% de budget de la Turquie, de l'économie, va à une comité lutter contre l'allégeance de génocide, je ne sais pas. Ils ont créé un grand travail sur cette continuité du négationnisme. Même dans le cœur d'Istanbul, il y a le grand mausolée, le tombeau de Goebbels, de Hitler, de cette génocide, disons. Donc, il y a partout des rues, des noms de rues, etc. Et moi, je me demande à qui profite ce négationnisme. Et je pense que quand il y a un outil de répression, de peur, tous les gouvernements, ils ont décidé de continuer cette peur, parce que c'est comme ça qu'on légitime un outil de répression pour la population, et tout le monde a repris. Quand Erdogan il a commencé à être un peu plus, disons, à son compte, et alors en Europe, ils ont commencé à dire « Ah, l'islamisme va venir !» Alors on m'a invité partout. L'islamisme, la Turquie, la laïcité, il part, etc. Moi, je disais toujours, oui, il y a un problème, mais le problème principal de la Turquie, c'est le nationalisme. Le nationalisme, c'est vraiment le problème essentiel de la Turquie. Et tous les gouvernements, Erdogan, il a créé un nationalisme ottoman. Il a un peu modifié. Il y a différentes sortes de nationalisme, mais toujours avec les mêmes discours. Et maintenant, après le coup d'État raté, il s'est allié avec les loups gris que Aslı a parlé dans son MHP. C'est des ultra-fascistes, des fascistes, le parti fasciste turc. Voilà. On va revenir sur le coup d'État raté, qui est un épisode récent. Mais je voudrais qu'on insiste bien sur quelque chose qui est vraiment important quand vous parlez de négationnisme à propos du génocide arménien. C'est pas juste un mot, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire totalement tronquée et que dans les manuels d'éducation à l'école, on dit aujourd'hui aux enfants turcs que le génocide n'a jamais existé et que d'ailleurs les Arméniens n'existent pas. Donc, non, ils ne disent pas ça. Si, c'est vous qui le dites dans le livre. Non, mais parce que vous êtes arménien, ils n'existent pas. Ou alors ce sont des traîtres. Voilà. Ouais. Il y a les deux versions. Oui, il y a, après ma prison, quand j'écrivais dans un journal, l'État turc, il a obligé les enfants de l'école primaire, le ministre d'éducation, que les enfants devaient écrire des compositions qui prouvaient que le génocide n'a jamais existé. Les petits enfants. Alors moi, j'étais sortie de la prison, j'écrivais dans un journal de gauche, etc. Et là, c'est moi qui est devenue enfant et j'ai écrit un article, mais la composition, en disant que les Arméniens n'ont jamais existé, ils n'existent pas, c'était un cauchemar, etc., etc. Donc,
je ne dis pas que dans les livres d'éducation nationale, ils écrivent que les Arméniens sont des ennemis intérieurs de la Turquie. Et ils ont un statut de minorité religieuse. Après la Première Guerre mondiale, quand l'Empire ottoman a été échoué, ils ont ce statut, mais ils ont toujours été considérés comme un ennemi intérieur. Voilà. On a entendu tout à l'heure dans l'extrait qui a été lu l'importance que vous accordez au témoignage. On a vraiment le sentiment que votre vie depuis ce procès, depuis le moment où vous avez dû quitter la Turquie, c'est vraiment une vie engagée dans le témoignage, la nécessité de dire les choses, de parler. C'est fondamental. Oui. Quand j'étais venue en France, c'était 2012. J'ai quitté la Turquie en 2009. Et après, je suis venue en France en 2012. Et c'était un peu, pour moi, c'était un petit peu difficile parce que les gens ne comprenaient pas. Je suis universitaire, en même temps, j'écris des romans, des contes, et je suis très active. Je suis dans le comité central de Ligue des droits de l'homme, je suis féministe. Ils ne comprenaient pas. Vous êtes militant, vous êtes écrivain, vous êtes... Pour moi, et pour moi, je fais partie de beaucoup de gens dans mon pays, c'est très normal parce que vous vivez normal. Et en vivant, vous voulez réfléchir, vous voulez analyser les choses. Et donc, vous pouvez apprendre sociologie ou d'autres choses. Et après, vous pouvez exprimer des choses qui sont de là, pas expliquer, mais exprimer autrement. Vous pouvez chanter ou écrire ou je ne sais pas. Et moi, je ne suis pas devenue... je n'ai pas étudié la sociologie pour devenir sociologue. Vous devenez dans le... Mais ce n'était pas pour cela, c'était vraiment pour comprendre. Après, militer, il y a un problème là-bas, vous engagez, c'est normal. Donc, pour moi, les trois choses sont très, très liées. Et donc, comme on dit, vivre, c'est résister. Parce que je ne voulais pas... c'est très... en même temps, résister, c'est être heureuse aussi, parce que tu essaies de lutter pour un monde que tu rêves, mais en même temps, c'est très fatigant aussi. Ce serait bien qu'on a un monde qu'on ne résiste pas, mais on vole autrement. Mais je peux te dire une chose, je ne sais pas combien on a de temps, mais par rapport à la résistance, la torture était très dure. C'était avant ce gouvernement, la torture était systématique. Maintenant, il y a un autre mode de torture, plutôt la torture psychologique. Les gens sont enfermés dans les prisons, ils ne savent pas les actes d'accusation. Mais à mon époque, jusqu'aux années 2002, 2003, 2004, il y avait une torture systématique. Torture physique systématique. Ils m'ont fait des chocs électriques, tout. Et quand j'étais dans cette position, je me disais, je vais résister. Après, quand on m'a mis en prison, là j'ai réfléchi, j'ai vu beaucoup de personnes comme moi, et j'ai compris que je fais une petite partie du grand tableau. Et là j'ai dit que oui, la résistance c'est bien, mais ils ont pu faire tout ce qu'ils veulent sur mon corps. Ils ont pu tous... donc, je veux trouver une méthode. Je vais essayer de fuir pour qu'ils n'arrivent pas à déterminer mon ordre du jour. Alors, il faut que je fasse une autre chose, pas seulement répondre à lui, pas seulement contester à lui, mais créer mon chemin. Écrire des contes de faits, je ne sais pas, écrire d'autres choses et participer à des modes de vie différents. Par exemple, quand j'étais venue en France, je me suis trouvée tout de suite dans les réseaux de militants, dans les réseaux de réflexion, dans les réseaux de poésie et dans les réseaux d'alternatifs libertaires ou féministes. J'ai connu Longomai, je ne sais pas si vous le connaissez. Longomai, c'est une communauté près de Forcalquier. Il y a des centaines de personnes qui vivent ensemble, une mode qui détruit la famille nucléaire et qui vraiment crée une mode de vie autonome.
Et moi, j'ai dit, il faut trouver toutes les occasions pour pouvoir créer, mais toutes sortes de créations, parce que la vie est très complexe. Tu ne peux pas faire qu'une chose dans la vie. Il faut, voilà. Et j'essaie de faire ça. Et je sais pas si j'ai pu répondre. Si. Et puis, il y a quelque chose aussi d'important que j'entends dans cette dernière intervention, c'est le fait que les résistances, elles se pratiquent partout à travers le monde. Ouais. C'est-à-dire que là, pour ceux d'entre vous, je ne sais pas qui l'ont peut-être rencontré, il y a Vandana Shiva qui est présente, qui est la grande altermondialiste indienne, qui est une résistante extraordinaire. Il y a la résistance de Pinar Selek par rapport à ce qui se passe en Turquie. Mais au fond, il y a des foyers de résistance partout à travers le monde. C'est relié. Je veux dire qu'il n'y a pas la Turquie d'un côté, la France de l'autre. D'ailleurs, l'implication de la France dans le génocide arménien est aussi un exemple du fait que les choses ne sont pas séparées. Non. Non. On est tous concernés par les mêmes... Ce qui se passe en Turquie nous concerne aussi. Nous, Français, oui. Directement. C'est pour cela, par exemple, maintenant je suis à Nice. Je vis à Nice depuis plus qu'une année. Et... en même temps, j'écris des contes, j'écris d'autres choses. Et dans ce conte, je parle d'une amitié des oiseaux avec une fille et qui veut une sorte de complicité malgré plein de choses et qui va changer la vie de deux côtés. Et tout d'un coup, je suis venue à Nice et j'ai connu plein d'oiseaux là-bas qui traversent les frontières. Et j'ai compris que cette ville, il est plein de complices, il y a plein de personnes magiques, mais qui ne sont pas très visibles toujours, pas toujours médiatiques. Et à travers ces amitiés, à travers ces complicités, et je me sens vraiment dans un conte. Et une vie peut devenir un conte, je pense. Parce que vraiment dans les amitiés, je vais dire une autre chose. Hier, j'ai appris une proverbe espagnole, mais j'ai oublié le début, mais en français, il n'y a pas de chemin. No hay camino, hay que caminar. C'est pas mal, non? Il faut avancer sur le chemin. Il faut marcher. Donc, il y a plein de gens qui disent que hay que caminar. Et maintenant, les chemins ne sont pas encore vraiment apparus, mais il y a ça. Et quand tu es dedans, la vie est une bonheur, je pense. Et moi, je disais quand j'étais en Turquie, quand Virginia Woolf disait que moi, en tant que femme, je n'ai pas de pays, je ne veux pas de pays, etc. Je disais beaucoup ça. Et quand j'ai dû quitter vraiment la Turquie avec la valise, avec une petite valise, parce qu'il ne faut pas amener beaucoup, et j'ai vécu la difficulté qu'est-ce que c'est être exilé. Mais maintenant, j'avais de la chance, comme j'étais très militante en Turquie, et mes amis écrivains universitaires, tout le monde a dit ne laissez pas Pınar seul. Je suis venue, je me suis trouvée dans des réseaux de miracles, miraculeux, de résistance, et beaucoup. Et là, je ne sais pas le pays où il est où. Je crois qu'on est en train de construire des pays un peu sans frontières, suspendus un peu, et je me sens... j'ai beaucoup de ressources pour continuer. Voilà. Une dernière question, et puis après on va passer la parole à la salle. Une question qui renvoie quand même à un point d'actualité qui est important à éclairer, je pense, aussi pour le public français, parce qu'on sait qu'il y a eu cette tentative de coup d'État le 15 juillet 2016. C'est à la suite de cela, d'ailleurs, qu'il y a eu des vagues d'arrestations, dont celle de Asli Erdogan, et que depuis cette tentative de coup d'État, le régime s'est considérablement durci. Il y a des chiffres qui sont récemment sortis sur le fait que les journaux ont fermé les uns après les autres, les syndicats, dans le milieu enseignant a été aussi extrêmement touché. Et donc, la question, c'est de savoir, 2 ans après cette soi-disant tentative de coup d'État, enfin bon, voilà, ça a été beaucoup discuté, où on en est. C'est pas 2 ans, c'est 1 an. On est en 2000... Ah, c'est 1 an, oui, c'est moi qui compte mal. 1 an, oui. On est en 2017, pardon. Alors, c'est une longue histoire assez complexe, mais je peux dire que ça a un rapport, le coup d'État raté, disons, a un rapport avec les nouveaux conflits
internationale entre différentes puissances et Erdogan. En Turquie, il y a des confréries qui sont très très importantes. Et les confréries sont des groupes politiques et économiques qui sont transnationaux. Il y a des Arabes, il y a des Turcs. Par exemple, Barzani et Erdogan, ils sont dans les mêmes confréries. Et ils ont des relations avec les États-Unis. Et les Nour, c'est une autre confrérie. Nakşibendi, c'est une autre confrérie. Donc, ils étaient ensemble au début dans le projet de gouvernement. Quand AKP, le gouvernement actuel, il a été élu. Et les deux, trois confréries, ils étaient ensemble. Et après, quand il y a eu tout ce processus de reconstruction de Moyen-Orient, de toutes ces zones-là, et là aussi, les Arabes et les musulmans ne sont pas des frères et sœurs. Il y a des bourgeois, il y a ceux qui veulent avoir plein de choses. Donc, il y a une vraie guerre et conflit de partage entre eux aussi. Donc, cela avait lien avec la Turquie. Et donc, il s'est croisé là-bas. Et maintenant, juste avant le coup d'État, la Russie, il a appris qu'il y aurait un coup d'État. Et le coup comment je peux résumer très vite, les gulenistes, parce que je voulais plutôt parler d'écriture, etc. Et les gulenistes, ceux qui ont organisé le coup d'État, ils avaient été alliés avec d'autres groupes nationalistes, etc. Et dans le dernier minute, la Russie, il a averti Erdogan. Et Erdogan et Russie, la veille du coup d'État, ils ont signé un contrat avec l'Israël aussi. Donc, la Turquie, il a promis, il a demandé pardon de Poutine devant tout le monde. Donc, il a changé tous ses alliés. Les anciens alliés deviennent des ennemis. Ce n'est pas seulement des gulenistes, c'est aussi des Al-Nusra, tous les anciens groupes des amis de Turquie sont devenus contre. Et maintenant, la Turquie travaille aussi, c'est une alliance par rapport aux Kurdes aussi, avec l'Iran et avec la Syrie, les deux des groupes, des pays chiites, et donc, et la Russie. Et il danse avec, Erdogan, il danse avec ses anciens ennemis, et il a peur. Et donc, cette peur, il a fait qu'ils ont toujours utilisé la peur pour la répression en Turquie, mais maintenant, le gouvernement, il a perdu beaucoup de choses. Donc, même dans les Nakşibendi, dans son groupe de confréries, avec Barzani, etc., ça s'est éclaté. Donc, le gouvernement, il a une grande peur, c'est pour cela qu'ils ont vidé l'État. À peu près, les chiffres, 150 000 fonctionnaires étaient licenciés. Et donc, ils ont vidé l'État pour construire un autre État pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'autres. Ils pensent que si ils perdent le jeu, et leur tête fait partir. Donc, c'est pour cela, maintenant, et avant, ils avaient une autre type de politique plus proche à l'Europe, etc., etc. Maintenant, et je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Mais avant de partir, peut-être, il y aurait beaucoup de choses qui vont se passer en Turquie. Et vraiment, c'est une tunnel d'horreur et les trous d'oxygène deviennent de plus en plus petits. Et tous mes amis à peu près qui veulent partir, même s'ils ne sont pas inquiétés, même s'il y a un peu un procès, etc. Et tout le monde, parce qu'il y a un climat de peur et terreur très très fort. Et les dernières nouvelles, il y a plus qu'à peu près 6 mois, le gouvernement, il distribue les armes à la population. Et c'est à cause de la peur, parce que s'il y a le lendemain une autre chose, donc distribution des armes à ces militants, bien sûr. Et donc, tous les jours dans les journaux, vous lisez des crimes dans les quartiers, etc. C'est un pays qui brûle, voilà. C'est une longue histoire. Mais je peux dire que aussi dans ce pays, comme en France, il y a beaucoup de résistants, il y a beaucoup de rêveurs, et on s'adapte à des contextes.
et on continue. Je vais dire seulement une chose, c'est très important la solidarité transnationale, parce qu'international c'est entre les nations, mais plutôt en dehors de nations, transnationales, parce que c'est les multinationaux, le capital, les patrons sont devenus déjà mondiaux, mais pas les populations. Vous savez comment les frontières sont devenues des grands, comment ça s'appelle, des murs. Et donc, nous devons faire tout pour affranchir ces murs et de pouvoir créer des espaces de respiration pour notre monde. Où on va se noyer ensemble, où on va se sortir ensemble. Voilà. Et puis il faut ajouter qu'en Turquie aussi, il y a beaucoup de créateurs. Il faut ajouter qu'il y a beaucoup de créateurs aussi en Turquie, beaucoup d'écrivains notamment. Ouais. D'écrivains de grand talent. Ouais, voilà. ouais. Et donc il faut les lire aussi. Oui, voilà. il faut les lire. Il faut lire, voilà. Bien, y a-t-il des questions pour Pinar Selek? Ah oui, c'est mieux comme ça. Ah oui. C'est beaucoup plus agréable. Moi, je ne vous voyais pas. Maintenant, je vous vois. Voilà, c'est beaucoup mieux. Avez-vous des questions? Il y a un micro qui se promène et qui vous sera apporté. Après, toute cette lecture et cette discussion, peut-être, vous avez besoin Alors, de respirer. S'il n'y a pas de questions, peut-être, alors moi j'aimerais bien qu'on parle de ce dernier petit livre, parce que c'est vrai... Ah, s'il y en a une, une, pardon. Je voulais demander si la résistance des mères kurdes à Taksim avait toujours lieu. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Les femmes qui manifestaient à Taksim, à Istanbul. Pas à Taksim, devant Galatasaray. Oui, mais oui. Alors, ce n'est pas seulement les mères kurdes. Il y a beaucoup de Kurdes dedans, mais les mères de Turquie, kurdes. Dans les années 90, c'était une période aussi très très dure. Je n'ai pas les chiffres, mais 300 000 perdus. Et beaucoup de gens qui se sont disparus. Et ce n'est pas les disparitions, vous savez. C'était un gouvernement de droite, mais de nationalistes, parce que le lutte des Kurdes, il était devenu très populaire, ils étaient devenus très très importants, et les mobilisations des Kurdes surtout étaient devenues très massives. C'est pour cela que le gouvernement il a pris une politique de crime encore, et en dehors des prisonniers, etc. Mais c'était toujours avant Erdogan. On parle beaucoup d'Erdogan parce que l'Europe avait beaucoup aimé Erdogan au début. Il est très déçu. C'est pour cela qu'il parle toujours d'Erdogan. Autour des figures comme ça. Alors, à cette époque-là, il tuait les militants, mais des militants du terrain, comme le militant de LDH, de Amnesty International, je ne sais pas, et beaucoup de journalistes de gauche, beaucoup d'intellectuels et beaucoup de jeunes, etc. Mais pour vraiment créer un climat de terreur, pour que la population ne participe pas à tout ça, en dehors d'emprisonnement et en dehors des tueries de la police, parce qu'on disait que c'est perdu, on ne sait pas, et on savait où ils ont amené. Après des années, on trouvait leurs morts, leurs corps, etc. Et c'est comme en Argentine, comme les maires de Place de Mayo. Et elles ont inspiré de ça aussi. Alors, elles ont fait les maires de samedi. Près de Taksim, elles s'asseyaient, et c'était des mères, mais aussi il y avait beaucoup de pères. Mais c'est des femmes qui ont commencé ça. Et après, moi, je me souviens, ça continue depuis des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très important ça, parce que c'est une résistance qui continue et qui réunit plein de gens. Vous pouvez trouver de temps en temps les militants LGBT, les antimilitaristes, les Verts. Cette semaine, tout le monde fait une planning. Une fois par mois, il faut que j'y aille
moi aussi, etc. C'est un peu comme ça, mais c'est pas facile de faire durer une résistance depuis 20 ans, 25 ans. Et aussi quand dans ce pays, il y a toujours des crises, il y a toujours des urgences, il y a toujours des scandales, etc. Donc voilà, mais il a continué. Merci, merci. Il y a une autre personne qui... Voilà. Pinar, merci. Merci. Quelle est la place du féminisme dans ton combat? La place du féminisme, elle n'a pas de place, je pense, elle est partout. Je suis, comme on dit, je l'ai incarnée. Mais comme je peux dire que j'avais de la chance parce que je suis devenue féministe, ou j'ai croisé les idées féministes quand j'étais au lycée. Donc, j'ai commencé à trouver, même avant d'étudier la sociologie, c'est le féminisme qui m'a appris. Il faut toujours trouver des liaisons entre des sphères très, très diverses. Il y a toujours des liens. Il faut toujours trouver les rapports les liens d'articulation entre différentes choses. Et j'ai commencé depuis toujours, grâce au féminisme, de voir la complexité des systèmes de domination où nous vivons. Donc, je pense que grâce au féminisme aussi, pas seulement dans ma vie privée, je suis heureuse et je me sens épanouie, mais sexuellement, dans la vie quotidienne, partout. Et aussi, je peux vivre des histoires d'amour géniales aussi. Maintenant, je vis depuis un moment une histoire d'amour très très grande. Mais en même temps, ça m'aide beaucoup de pouvoir lutter contre le militarisme, contre le nationalisme, parce qu'avec une perspective féministe, vous pouvez voir comment ce nationalisme, ou les militarismes, ou la mondialisation, par exemple, s'appuie sur les différences de sexe, et comment on utilise, comment notre vie privée contribue à façonner le contexte politique aussi. La famille, les rôles, tout ça, je ne sais pas. Et je pense que c'est grâce au féminisme que une des choses plus importantes pour moi de pouvoir rencontrer le féminisme. Mais je sais qu'on ne peut pas changer les choses avec le féminisme, seulement avec le féminisme. C'est pour cela que moi, je n'aime pas me définir seulement avec une chose. Et comme je parle de la complexité, Edgar Morin parle beaucoup de complexité aussi, comme il y a ça, il n'y a pas une idéologie qui peut changer tout. Il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas une perspective qui peut changer tout. On a besoin moi, je suis écologiste, mais écologiste sociale, libertaire, et je suis antimilitariste, non violent. Et moi, je dois dire tout. Je ne pense pas que le féminisme peut suffire. Mais sans féminisme, on ne peut pas faire les autres choses aussi. Donc, tout est lié. À Nice, il n'y a pas longtemps, j'ai donné une conférence. Sans féminisme, pas de lutte efficace contre le néofascisme. Il y avait 400 personnes quand même. Et on a réfléchi ensemble les liens avec les familles nucléaires, pourquoi ces fascistes s'occupent beaucoup, avec qui on va se marier, avec qui on fait l'amour, de quelle position, comment. Ils s'occupent de ça, ça leur intéresse. Et si vous voyez les vidéos de, comment il s'appelle, Alain Soral, il parle de Monique Wittig, des féministes, il les vise. Et la plupart des personnes, peut-être entre vous, ne connaissent pas les écrits de Monique Wittig, mais les fascistes, ils sont conscients pourquoi les féministes sont dangereux pour l'ordre du système. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Si, très bien. Alors, on peut prendre une dernière question. Oui, monsieur. Bonjour, j'aimerais vous poser une question, revenir sur le coup d'État d'Erdogan. Je suis là. Ouais. Dans la presse, j'ai pu lire que ce coup d'État pouvait être interprété comme monté par Erdogan lui-même pour renforcer sa mainmise autoritaire sur le pays. Vous n'êtes pas d'accord avec cette vision?
je peux vous dire quelque chose d'abord. Moi, je ne suis pas une personne qui sait tout sur tous les sujets. Il y a des gens comme ça. Moi, c'est mon avis. Je peux dire, je suis politologue, etc., mais je n'ai pas fait une recherche là-dessus. Je ne suis pas été sur le terrain, je n'ai pas tous les éléments à pouvoir s'appuyer, etc. Donc, je ne peux pas développer une analyse qui peut me... Mais je lis tous les jours. Et je lis tous les textes, etc. Parce que je veux savoir. À mon avis, je souligne 4 fois avec le rouge, à mon avis, ce n'était pas un coup de tête monté. Et parce que on suivait depuis longtemps qu'il y avait des conflits très très importants entre les différents groupes. Et ces différents groupes n'étaient pas seulement internes, ils étaient déjà internationaux, c'est-à-dire je parle des confréries. Donc des confréries sont des groupes d'intérêt maintenant. Ils sont devenus comme ça, comme des partis politiques, économiques et politiques. Et alors ils parlent de l'islam, de différentes versions de l'islam, mais ils regroupent des différentes puissances. Et donc, mais ils ont aussi des relations internationales avec les États-Unis, avec la Russie. Donc, on voyait beaucoup depuis longtemps, c'est la reconfiguration de ces alliances en Turquie. Il y avait une reconfiguration. Donc, on disait que peut-être ils pouvaient faire quelque chose. Moi, je pense que ce n'est pas monté, mais comme Erdogan, il a appris qu'il y aurait un coup d'État la veille, ils ont mis tout de suite en place une sorte... La Russie n'a pas dit tout. Je suis sûre, à mon avis, c'est vraiment la Russie qui a averti. Et parce que tout de suite après, il a changé tous les alliés. Toutes les alliances ont changé. Et maintenant, il danse avec la Russie. Donc, voilà. Et je pense qu'il a utilisé ça pour pouvoir continuer son gouvernement. Mais je redis, c'est pas seulement il a utilisé, il y a la peur. La peur, c'est très important. Ce gouvernement, il a peur. Et peut-être après, on peut vivre d'autres choses aussi. Et moi, je pense qu'il a raison d'avoir peur. C'est-à-dire raison. Moi, je m'en fous, mais il y a beaucoup de... il a perdu tous ses amis. N'oubliez pas, quand l'ambassadeur russe, il a été tué en Turquie juste après le coup d'État raté, et ce n'était pas ni guleniste ni Daesh, c'était les anciens, c'était El-Nusra ou un groupe comme ça. Donc l'alliance avec la Russie, ça inquiète tout le monde. Tous ces anciens copains, je ne dis pas copines, mais tous ces anciens copains sont inquiétés. Donc moi je pense qu'il y avait ça, il y avait une sorte de tentative de coup d'État. Mais dernière minute, la Russie, il a retiré, il a convaincu, ou bien, disons, les loups gris. Et il y a un autre groupe kémaliste qui est fort dans l'armée, kémaliste de droite, disons. Et eux aussi, ils étaient alliés avec les gulenistes, je pense. Mais dernière minute, et quand les gulenistes, ils ont dit, allez, on y va, et ils n'ont pas trouvé, je pense. Mais c'est ma perception. Merci infiniment, Pinar Selek. Et bien sûr, je vous renvoie à la lecture des livres. J'imagine qu'il y aura une table de presse à la sortie. Donc, lisez les livres. Je sais pas. Voilà. Merci beaucoup.